Bien, eh bien, bonjour, Tchèche Janoïchios. Je peux parler du tout de Mourte parce que ce sera pour une autre fois. Et peut-être est-ce que je pourrais demander à Daniel de faire attention à l'arrivée des personnes uniquement russophones pour essayer de leur traduire en chuchotage ce que dit Jean-Luc et ce que je dirai après. Alors, je veux vous dire que tout a commencé pour moi en 1958. En 1958, il y avait le dégel khrouchtchevien qui nous envoyait des bouffées de printemps de Moscou notamment, et la perspective de pouvoir découvrir les pays de l'Est et l'URSS autrement qu'à travers la nostalgie des émigrés, venait de m'inciter à abandonner mes études de germaniste pour m'orienter vers le russe, d'autant plus que pour la première fois, les Sorbonnards avaient pu prétendre à des bourses pour aller à Moscou. J'ai fait partie du premier contingent de boursiers pour Moscou, ce qui fait qu'en septembre 1958, je débarque un beau matin de septembre à la gare de Biélorussie, et de là, direction les monts Lénine, la colline aux moineaux, d'où, dit-on, Napoléon vit Moscou pour la première fois. Alors, moi, tout fier de moi, de mon 9e étage de la zone à guet, je me flattais, je me promettais de voir les choses de plus haut que lui, de porter mon regard de plus loin que lui. Et me voilà embarqué, sauf que, enfin... Alors, à vrai dire, ma tâche à Moscou était assez mince. Je devais approfondir mon russe, bien entendu, et puis rédiger mon mémoire de diplôme supérieur qui portait sur les poèmes humoristiques de Tolstoï. Alors, non pas du Tolstoï que vous connaissez tous, mais de celui que vous êtes peut-être moins nombreux à connaître, A.K. Tolstoï, qui était un poète important du 19e siècle, et notamment l'un des co-pères, c'était plusieurs papas, de Kuzma Proutkov, l'immortel Kuzma Proutkov, dont je méditais les apophthegmes, et en particulier celui-ci, le plus court, je crois, de la langue russe, qui est bdi. Bdi. Alors, ce très improbable impératif du verbe bdiet, qui veut dire reste éveillé, m'incitait à garder l'œil ouvert. Et bien sûr, je faisais tout ce que je pouvais pour avoir l'œil ouvert. Et ce qui voulait dire, dans une certaine mesure, d'oublier les règlements, parce que je voulais voir loin, je voulais aller loin, mais notre visa, à nous les étudiants français, ne nous autorisait pas à aller à plus de 40 km de Moscou. Alors, que faire? À défaut des paysages, découvrons les langues, et j'ai commencé à grappiller un peu de lituanien par-ci, un peu de géorgien par-là, et puis la connaissance que j'avais déjà du hongrois m'a valu la sympathie d'étudiants hongrois, de l'un d'entre eux en particulier, qui s'appelait József Szási József, qui était étudiant, comme on disait en russe, na journalistique, il étudiait pour devenir journaliste, et il avait bien noté ma curiosité des langues finno-ugriennes, en particulier des langues finno-ugriennes de Russie. Bref, il me fait faire la connaissance d'un de ses condisciples, qui était un Udmurt, le premier Udmurt que j'ai rencontré, qui s'appelait Petya. J'ai toujours appelé Petya, mais on peut l'appeler Piotr Konstantinovitch Tchernov. Certains d'entre vous le connaissent ou l'ont connu, puisque malheureusement il n'est plus de ce monde. Piotr Tchernov était à ce moment-là en dernière année, et je ne me doutais pas qu'il deviendrait un écrivain très important dans la littérature udmurte, et qu'il écrirait un jour un livre qu'il a intitulé
Yugidir Kyrgianios, je crois, dans lequel il raconte entre autres notre rencontre. Alors c'est un garçon vif, pétulant, intéressant, enfin il avait plein de qualités. Et il me parle de son pays, que j'imagine alors avec tout le romantisme de mes 20 ans, hein, parce que je n'ai débarqué, que j'imagine couvert de forêts, peuplé d'animaux sauvages. Il m'apprend que le troll, que le Italma, c'est la fleur nationale. Il m'apprend que l'Astachka, que l'hirondelle protège les Udmurts. Enfin, je note tout ça pieusement. Et il m'avoue comme un secret de famille, parce qu'à l'époque soviétique, ce n'était pas trop avouable, qu'en Udmurtie, eh bien, ma foi, il y a encore des pratiques ancestrales qui sont respectées, que les gens vont dans la forêt pour encore honorer les anciens dieux. Bref, tout cela est très, très excitant pour moi. Par jeu et à ma demande, parce qu'il sent bien que je m'intéresse à sa langue, il commence à m'initier à l'Udmurt. Alors au début, c'était sous forme d'échantillons d'Udmurt qu'il me donnait à prononcer, en se moquant de moi, bien entendu, parce que j'avais de la peine avec les tchè, les enfin, etc., avec le E postérieur aussi. Et puis, assez vite, il y prend goût, moi aussi, d'autant plus que je suis très excité parce que je retrouve dans cette langue des éléments de comparaison avec le hongrois que je connais déjà assez bien. J'ai passé le diplôme un ou deux ans auparavant, un an auparavant, et avec le finnois que j'avais commencé également à étudier assez sérieusement. Donc je m'émerveille un peu de trouver mon chemin dans l'Udmurt. Je suis saisi par la beauté de la langue également, malgré les quelques difficultés que je viens de... et puis je suis séduit aussi par la syntaxe et la morphologie, par, puis-je citer l'auxiliaire de négation, par exemple, plus compliqué à manier qu'en finnois, par les deux passés simples, si j'ose dire, plus les passés composés. Alors je ne comprends pas tout de suite qu'il s'agit d'un testimonial et d'un non-testimonial. Il y a des choses que je comprendrai mieux par la suite. Et puis je suis un peu époustouflé par la richesse des formes nominales, encore que là aussi je trouve des points de comparaison avec le finnois et même dans une certaine mesure avec le latin. Je suis d'une génération qui a fait du latin au lycée. Alors à vrai dire, ma compétence langagière restera toujours assez limité, quoi que puissent en dire mes amis Udmurt aujourd'hui. À l'époque, nous arrivions à avoir une petite conversation entre nous avec Pietia et ses camarades. Aujourd'hui, j'ai plutôt oublié ce que j'avais de petites pratiques. Mais tout de même, nous échangions quand nous nous rencontrions dans les couloirs de l'université. Alors, il m'avait appris quelques jurons bien corsés. Et alors, nous étions heureux de les échanger d'un bout à l'autre du couloir, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'oreilles Udmurt et de jeunes filles Udmurt dans les parages. Nous pouvions nous défouler autant que nous le voulions. Et ça nous faisait bien rire. Alors, il m'a appris aussi quelques chansons que nous chantions ensemble. Un autre étudiant, et même deux en fait, assistaient parfois à nos rencontres. Enfin, celui qui venait le plus souvent, c'était Vassili Mikhailovitch Vanyushev, que certains d'entre vous connaissent certainement, et que j'ai retrouvé lui aussi beaucoup plus tard. Alors quand nous avions bien travaillé, nous discutons quelquefois de politique, mais c'était toujours sur le ton de la taquinerie. Dans son livre, il mentionne un petit incident qu'il y a eu entre un de mes camarades et un des siens sur... bon, enfin, j'ai un peu oublié d'ailleurs j'avais oublié personnellement cette petite discussion. Il écrit que je soutenais la politique de De Gaulle. Ça m'a bien surpris parce que je n'avais pas la tête très politique, mais ce qui est sûr, c'est que j'essayais surtout d'expliquer à mes amis des points de vue qui ne leur étaient jamais donnés d'entendre. Je peux vous raconter par exemple qu'à cette époque-là, le correspondant de l'Humanité à Moscou, donc le parti du journal
du Parti communiste français, pour ceux d'entre vous qui l'ignoreraient, mais je pense que vous savez tous, avait été prié de ne pas laisser dans sa poubelle des exemplaires de son journal, parce que dedans, il y avait des choses horribles que les citoyens soviétiques pouvaient découvrir. Par exemple, on y parlait des grèves que les ouvriers français faisaient très légalement pour faire avancer leurs revendications. Il y avait des indications sur le prix des voitures aussi qui n'étaient pas à donner, à mettre entre toutes les mains. Bon, grâce à lui, je découvris aussi d'autres plaisirs, mais je ne vais peut-être pas parler de cela parce que nous allions... ce serait peut-être un peu amusant de vous raconter comment nous allons faire du patin à glace. Ça, c'était encore que j'ai bien envie. Non, je ne vais pas vous raconter ça. Allez, nous passons là-dessus. Je pourrais aussi vous raconter... Bon, j'ai des tas de petites anecdotes, mais comme je sais que le temps est limité, je vais laisser ça aussi. Alors, tu nous mets l'eau à la bouche quand même, hein? Tu veux, mais non, mais ça va être trop long. Bon, première anecdote, mais si je la raconte trop brièvement, c'est moins drôle. C'est que c'est lui qui m'a emmené le premier... un jour, j'entends un cri dans l'université, Zalivayut, Zalivayut. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Enfin, j'ai assez vite compris que ça veut dire qu'on répandait de l'eau sur des terrains parce que l'hiver était là, l'eau gelait et ça faisait des magnifiques patinoires. Alors, deuxième cri, Nakatok, Nakatok, tout le monde filait pour aller faire du patin à glace. Et Pietia m'emmène pour faire du patin à glace. Nous arrivons sur le Katok, il y avait des tas de patins, c'était pour les étudiants, hein, c'était pour côté de l'université. Alors, il m'apprend à mettre des patins, je n'avais jamais vu, j'avais jamais fait de patin à glace. Et puis alors, il avait apporté des exemplaires de la Pravda et des Izviestia. Alors ça m'a, tout d'abord, j'étais un peu vexé, je me suis dit, tiens, il croit que je suis tellement bouseux que je ne suis pas capable de faire du patin du tout et je vais faire de la lecture pendant que lui va en faire. Ben non, pas du tout, il m'a initié, il m'a appris que dans son pays, ma foi, les garçons, quand ils allaient faire du patin dehors et en plein hiver, quand il faisait moins 20, quand il devait faire quelque chose comme moins 20 à ce moment-là, eh bien, ils avaient l'habitude de calfeutrer leur slip avec des exemplaires de journaux pour protéger ce que nous appelons en français les bijoux de famille, et j'ai fait comme tout le monde, j'ai protégé les miens avec la Pravda et les Izviestia. Donc c'était un emploi auquel je ne m'étais pas... Alors, si j'ajoute une petite anecdote supplémentaire, je me souviens qu'il y a un garçon qui nous a regardé d'un air narquois et qui a dit No, Pravda, Izviestia, tfou, Trud закрывает. Alors l'astuce, c'était la Pravda, les Izviestia, c'est de la roupie de Sansonnet. Non, c'est le travail qui réchauffe. Alors il faut savoir que le travail, c'était le troisième grand quotidien qui était publié à ce moment-là dans les rues de Moscou, troisième journal. Bon, ça c'est la première anecdote. Alors la deuxième anecdote, si je vous la raconte, certains d'entre vous savent que j'ai fait des voyages dans des régions qui m'étaient interdites. En particulier, je suis allé dans les pays baltes à la fin de mon séjour, que lorsque j'étais en Lituanie, où j'étais avec la complicité d'un ami lituanien, il m'avait dit, on dira que tu es estonien. Alors j'ai fait celui qui était estonien, mais il y a ça je l'ai raconté dans un article, je n'ai pas raconté l'épisode letton. Quand je suis arrivé à Letton, en Lettonie, à Riga, mon ami lituanien m'avait donné une lettre de recommandation pour un de ses copains, qui était comme lui étudiant à l'Institut Gorky, celui qui formait les écrivains. Et dans cette lettre, il disait que j'étais un de ses amis étudiants de Moscou, sans naturellement préciser ma nationalité. Évidemment, j'avais soigneusement évité de prendre mon passeport français avec moi. Ma seule pièce d'identité, c'était mon studienческий пропуск, mon passe, si vous voulez, de l'université, où mon nom était écrit en cyrillique. Il était écrit Maro, alors avec l'accent final que je transpose sur la première syllabe, ça c'est Maru, et mes amis estoniens plus tard m'ont dit mais c'est un nom estonien, ça veut dire la tempête en estonien, donc c'était très bien. Mais quand je suis arrivé donc chez ce letton, il n'était pas tout seul, c'était dans une école où il habitait chez sa tante qui était concierge. C'était le jour du Ligo, le jour de la Saint-Jean, grande fête dans les pays baltes comme en Finlande.
comme en Scandinavie, et il y avait là une quinzaine de jeunes. Alors, évidemment, je lui ai donné la lettre, je n'ai rien dit sur ma nationalité. J'ai dit que j'étais étudiant de Moscou, tout se passait en russe sans problème. Puis au bout d'un certain temps, il m'a demandé si j'étais russe, parce qu'il avait quand même dû sentir à mon accent, même si j'avais un russe assez correct, que je ne l'étais pas. Et là, pris de court, il fallait que, je ne pouvais plus dire que j'étais estonien à Riga, ça n'aurait pas marché. Alors il fallait que je sois le représentant d'une nationalité qui soit aussi européenne que possible à cause de ma bobine, mais en même temps assez orientale que possible pour pouvoir pour être très éloigné et ne pas rencontrer des compatriotes à Riga. Alors vous me voyez venir, avec tout le culot de mes 20 ans, j'ai répondu « je suis Udmurt ». Alors évidemment, sur le coup, personne n'a me dit « bon, il est Udmurt, pourquoi pas ?» Mon Udmurt, alors mon Udmurt, comme j'aurais même pu ajouter, Shudo Louis Erkis Burdiashki, je crois, c'est dans le poème de Gerd. Mais rassurez-vous, je n'ai pas été longtemps au Udmurt, je l'ai été une demi-heure, parce que dès que j'ai pu être en tête-à-tête avec... oui, parce que quand je suis arrivé, il y avait une quinzaine de jeunes, et je ne voulais pas dire devant eux que j'étais français, que j'avais surtout pas le droit, c'est une région interdite, tout à fait interdite aux étrangers. Et donc je lui ai dit que j'étais bel et bien français. Il m'a dit ça reste entre nous, ça reste entre nous. Et le soir, quand nous sommes retrouvés autour du feu de la Saint-Jean, toutes les jeunes filles venaient à côté de moi et me disaient que c'est comment Montmartre, raconte-nous. Voilà à peu près l'expérience de la demi-heure où j'étais au Udmurt. Je ne voulais pas vous raconter, mais je la racontais quand même, ça fait rien. Alors, une fois rentré en France, bien, ma foi, j'avais tout de même envie de partager un peu, de dire un peu ce que je savais sur les Udmurt, dont personne ne savait rien en France sur les Udmurt. Alors, je me posais aussi des questions sur cette culture. Je me disais à quel stade de son évolution en est-elle, quel chemin va-t-elle prendre, va-t-elle s'épanouir au soleil de ce renouveau qui avait suivi le fameux 20e congrès et le Haute-Tiepiel et le dégel, ou bien est-ce qu'un retour des gelées était possible? Alors je me voulais optimiste et je comparais à ce moment-là ce que j'avais perçu de la littérature Udmurt à ce que je savais de la littérature finnoise au milieu du XIXe siècle, à une époque où en Finlande c'était le suédois qui était la langue dominante, la langue de culture, la langue de la politique aussi, la langue de l'administration. Et à cette époque-là, la découverte de la vieille poésie populaire de tradition orale, qui avait donné le Kalevala, eh bien, ma foi, avait servi de déclencheur, de marque identitaire pour les Finlandais de langue finnoise et pour la naissance de cette nation finlandaise finnoise. Alors, en Udmurtie, je vois bien que la promesse des années 20 n'avait pas été tenue, que les recherches et la quête de la poésie populaire en particulier, qui avait été menée par certains intellectuels qui auraient peut-être pu donner un Kalevala, n'avait pas donné de Kalevala. Je ne voyais rien de semblable dans ce que je connaissais. Alors j'ai commencé à essayer de trouver ce qui était trouvable à Paris, à la bibliothèque de ce qui était l'école des langues orientales, puisque c'était avant 68. Il n'y avait aucun livre Udmurt. En revanche, figurait parmi les usuels la première édition de l'encyclopédie soviétique, celle des années 20. Et là, je trouvais mention d'un nombre important d'écrivains, non seulement Udmurt, mais finno-ougriens, qui ensuite ne figuraient plus dans l'édition suivante. Alors ça m'a vraiment intrigué. J'ai vu un signe, j'avais déjà quelques
quelques intuitions, et j'ai eu envie d'en savoir plus. À ce moment-là, plusieurs voyages en Hongrie et en Finlande me permirent de rassembler une petite documentation complémentaire. Il y avait aussi des livres que j'avais trouvés à Moscou, pas très nombreux, mais quelques-uns quand même tout à fait significatifs. À la bibliothèque universitaire de Helsinki, par exemple, j'avais trouvé l'édition originale, je l'ai cité plusieurs fois récemment en Udmurtie, de Shashkayashkish Museum, La Terre en fleurs, qui est le deuxième recueil des poèmes de Gerd, et je rapportais précieusement en France une photocopie de cet ouvrage. Bref, en 1967, dans le volume 3 de la revue d'études finno-ugriennes, excellente revue que je vous recommande vivement. Il y en a quelques-uns qui sont à votre disposition dans le hall, parce que j'ai vu. Je fis paraître, encouragé par Sauvageau, auquel j'ai succédé du reste de cette année-là, un petit article que j'avais intitulé, de manière peut-être un peu prétentieuse, Panorama de la littérature udmurte, dans lequel je m'efforçais de faire le point de mes connaissances, ou en tout cas de mes informations. Alors, il y avait évidemment beaucoup d'impudence et d'imprudence de ma part à parler d'un sujet dont je mesurais assez mal et surtout d'assez loin les contours, mais j'ai insisté tout de même avec plaisir sur un certain nombre d'auteurs qui me plaisaient beaucoup, qui avaient retenu mon attention. Parmi eux, bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a 4 que je vous ferai citer, deux poètes dont vous entendrez parler dans un instant, Gerd, bien sûr, et Achalchioki. Et puis parmi les prosateurs, Petrov, que vous connaissez déjà, puisque vous savez tout sur l'affaire de Vujmultan, et Konovalov. Alors, à tout hasard, un peu comme on jette une bouteille à la mer, j'ai envoyé 2 ou 3 tirés à part de cet article en Udmurtie, à Petya Tchernov d'abord, mais aussi à des institutions dont je savais plus ou moins l'existence, l'Union des écrivains, la rédaction de Sovetskaya Udmurtia. Qu'est-ce que j'attendais de ces envois? À vrai dire, sans doute un signe d'amitié, évidemment, un signe de vie, mais je n'ai reçu aucune réponse. Aucune réponse, pas même de Petya, et je crus jusqu'à une date très récente, puisque je peux dire jusqu'à il y a quelques semaines et même presque quelques jours, qu'il n'avait jamais rien reçu, qu'il n'avait jamais reçu cet envoi. Je vais y revenir. Alors, dans les années 70, j'ai eu tout de même le bonheur de rencontrer quelques collègues udmurts lors de congrès internationaux. Je ne vais pas tous les citer, mais je me souviens avec émotion de conversations trop brèves, malheureusement, avec le professeur Litkin, qui était commis, mais dont la femme était udmurte. C'est elle qui m'a la première appris qu'il y avait un quartier de Syktyvkar qui s'appelait Paris. En 1975, à Budapest, je fis la connaissance de, entre autres, Vladimir Vladikin, que j'ai eu le plaisir de voir récemment et pour lequel j'ai éprouvé tout de même tout de suite une très très grande sympathie. Ces rencontres furent trop brèves, sans lendemain dans la mesure où il était difficile de correspondre. Peut-être étions-nous aussi trop prudents, trop circonspects, en tout cas nous l'étions certainement. Alors des années plus tard, j'appris, il se passait des tas de choses sans que je le sache, j'appris par Maire Beretski, estonienne mariée à un Hongrois, que vous êtes un certain nombre à connaître, qu'un article violemment critique avait été écrit contre moi, que j'y étais présenté comme un représentant de l'idéologie bourgeoise occidentale. C'est une nouvelle, moi, fils d'ouvrier, j'étais un peu surpris d'être bourgeois, mais peu importe. C'est une nouvelle qui me flatta plutôt, me fit sourire, et j'étais, au fond, c'était plutôt un honneur que je partageais avec beaucoup de gens que j'admirais. Plus tard, à Ijevsk, j'ai retrouvé l'auteur de cet article qui déclara publiquement regretter avoir exprimé une opinion qui n'était plus la sienne. Je me suis longtemps posé des questions sur les motivations qui avaient pu le pousser à l'écrire. Je m'étais demandé un moment si je me suis dit peut-être n'a-t-il pas pu refuser d'écrire ce qu'on lui demandait d'écrire. Je crois qu'il n'en était rien maintenant. Passons sur cet épisode, encore que j'aurais peut-être à y revenir tout à l'heure. Alors, cet article me fit-il douter?
Je crois que non, quoique cet auteur ait pu écrire plus tard en disant que j'avais changé d'avis. J'ai écrit ça à propos d'une rencontre que nous avons eue en 1975 à Budapest. Mais peut-être d'un autre côté, n'avait-il pas tout à fait tort, après tout, en m'invitant à aller m'occuper de mes oignons, puisque je parlais d'un sujet que lui connaissait certainement mille fois mieux que moi. J'étais peut-être un peu imprudent en m'aventurant dans ce domaine. Bien, je crois maintenant que je n'avais pas tout à fait tort, mais passons là-dessus. Alors en 1975, il faut absolument mentionner la parution à Budapest d'un ouvrage d'une extrême importance pour la littérature udmurt et qui relança mon intérêt pour cette littérature. Az udmurti irodalom története de Domokos Péter Domokos, dont je fis connaissance, qui devint un ami, qui devint ensuite professeur à l'université de Budapest. Péter me communiqua quelques ouvrages, par exemple une photocopie de Gajan, de Konovalov. J'ai mentionné Konovalov tout à l'heure comme l'un des auteurs que j'avais particulièrement remarqué. Konovalov, comme Gerd, est mort au Goulag dans les années 30. Konovalov, dans Gajan est le bras droit de Pugatchov. Et dans son roman, Konovalov utilise les récits populaires udmurt relatifs à Pugatchov. Je pense que tout le monde sait qui était Pugatchov, qui, à l'époque de Catherine II, a dirigé ce soulèvement, cette jacquerie tellement importante dans l'histoire de Russie. Et je connaissais déjà certains de ces contes populaires parce qu'ils figurent dans un recueil de contes intitulé Vatka no Kalmez, qui a été publié à Ijevsk en 1971 et que par hasard je possédais. Et je trouvais par-dessus le marché, alors je suis resté quand même russisant dans l'âme, et je trouvais dans ce roman quelque chose qui venait faire le pendant des tableaux brossés par Pouchkine dans deux ouvrages que je connaissais bien pour les avoir eus au programme ici au Langso, où j'avais fait du russe et à la Sorbonne également. C'était La fille du capitaine, Kapitanskia Dweczka, et Historia Pugatchova, l'histoire de Pugatchov. Alors dans les années qui suivirent, quelques ouvrages me parvinrent qui émanaient de collègues ou d'écrivains que ma mise au pilori n'avait pas tout à fait effrayé. Il me faisait parvenir ces livres par l'intermédiaire souvent d'amis hongrois comme Péter Domokos ou estoniens comme Maire Berecki. Ensuite, avec les... alors en 1900... Je saute certaines choses là parce que ça serait trop long. En 1983 ou 84, j'ai trouvé dans une librairie, dans la librairie du Globe à Paris, le nouveau dictionnaire udmurt russe composé sous la direction de Vakhrouchev. J'avais le petit dictionnaire d'environ 15 000 mots qui existait auparavant, qui était vraiment très insuffisant. Celui-là contient environ 35 000 mots, parce que certains d'entre vous, Marie en particulier, le connaît bien. Et grâce à lui, je pus me remettre à lire en udmurt quelques ouvrages dont j'avais abandonné la lecture, ou que j'avais lus seulement en russe. Alors j'avais hérité de Sauvageau un cours de grammaire comparée des langues finno-ougriennes, et dès la première année de mon enseignement, j'avais eu l'idée de consacrer une partie de ce cours à une initiation à une langue finno-ougrienne qui n'était pas officiellement enseignée. La toute première année, j'avais choisi le manchi, que nous appelions encore le vogul. J'avais choisi le manchi parce que un ami hongrois, un collègue hongrois que j'aimais beaucoup, qui était Kalman Béla de Debrecen, m'avait... D'abord, il avait publié une chrestomatie, ensuite il m'avait communiqué des enregistrements qui étaient très, très utiles. Enfin bref, par la suite, évidemment, j'ai mis aussi, et même en priorité, l'udmurt à ce programme, qui était un programme tout à fait officieux, et assez régulièrement, je parlais de l'udmurt. Ceci m'a amené à accumuler des matériaux
d'abord des textes que j'avais bien décortiqués, expliqués, dont j'ai fait des traductions, et puis j'avais des notes importantes sur la grammaire. Enfin bref, tout cela a fait que un beau jour, je me suis retrouvé avec la matière d'un manuel, et un de mes collègues et amis, que certains d'entre vous connaissent probablement, puisqu'ils fréquentent encore les couloirs de cet établissement. Il est de mon âge et nous sommes en retraite l'un et l'autre. Il s'agissait de Michel Chicouen. Michel Chicouen, professeur de russe et ensuite de lituanien, avait soufflé mon nom au directeur de la collection qui, à l'Harmattan, a vocation à accueillir les langues les plus diverses. Et aussitôt, j'avais eu un coup de téléphone de Michel Malherbe, qui dirige cette collection, et qui m'avait passé commande pour ce manuel. En fait, l'essentiel était déjà réuni. Il ne restait plus qu'à le finaliser en rédigeant ce qui n'était encore, qui n'existait que sous forme de notes, en établissant un lexique à partir des textes que j'avais choisis et à compléter l'aperçu grammatical. Quand je me rendis pour la toute première fois à Ijevsk, c'était seulement en 1998, j'ai eu la chance, alors j'apportais ce manuscrit qui était pratiquement achevé, et j'ai eu la chance de rencontrer Bibinur Sharapovna Zaguliaeva, que vous êtes sans doute assez nombreux à connaître, qui enseigne avec beaucoup de compétences et de dévouement l'Udmurt à l'université d'Ijevsk. Et elle a eu la gentillesse de regarder mon manuscrit, de me faire un certain nombre de remarques tout à fait utiles, et même de me donner un enregistrement des textes de ma petite anthologie. Soit dit en passant, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que là il y a dans le vestibule quelques exemplaires de ce manuel, l'éditeur n'a pas voulu intégrer la disquette que je lui ai demandé de faire au volume. Cependant, elle existe et on peut la commander, mais la commander à part. Elle n'est pas incluse dans c'est même pas indiqué. Par contre, si vous allez sur Internet, vous verrez qu'elle est mentionnée. Je crois qu'elle doit coûter 15 € d'après ce que j'ai vu. Enfin, en tout cas, là, il n'y en a pas d'exemplaire, mais ça existe. Profitez-en si vous avez envie de faire sérieusement de l'Udmurt, parce qu'il faut quand même entendre une langue quand on l'apprend. Alors, un problème d'informatique a retardé de plusieurs années la publication de ce livre, parce que j'avais tapé les textes en utilisant pour le cyrillique un système qui ne permettait pas d'imprimer correctement les caractères propres à l'Udmurt. Ce qui ressortait était vraiment horrible. J'ai été obligé de tout retaper, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais finalement, j'ai continué à rôder ce matériel. Certains d'entre vous s'en souviennent certainement, puisque j'ai fait à un certain moment un cours pratiquement sur toute l'année, si je me souviens bien. Marie me corrigera, elle était là, qui était donc cette initiation à l'Udmurt. Alors c'était une initiation évidemment théorique, parce que j'étais bien incapable de faire un cours pratique, et je n'avais pas trouvé à ce moment-là la seule Udmurt qu'on pouvait trouver à Paris ne savait pas l'Udmurt. Alors il n'y a pas moyen d'avoir quelqu'un pour enseigner la langue parlée. Mais enfin, tout de même, c'était déjà une initiation. En 2009, alors que le livre allait sortir, plusieurs écrivains Udmurt, à l'invitation du reste d'Eva, sont passés à Paris. Et un jour, je les ai rencontrés chez Eva, et j'avais apporté mon manuscrit. Je leur ai demandé de le relire pour m'assurer qu'il n'y avait pas de coquilles. Je crois qu'il y en avait guère, encore qu'il y en avait une que j'ai repérée il y a quelques jours et qui leur avait échappé. Alors, que puis-je dire de la réception de ce manuel de mots? L'éditeur, actuellement, en a vendu environ 130. Alors, évidemment, ce n'est pas un nombre extraordinaire, mais pour une langue que personne ne connaissait auparavant, je suis plutôt content du résultat. Ça veut dire qu'il y a maintenant des gens qui savent ce qu'est l'Udmurt. Ma propre connaissance de l'Udmurt, même si je peux me vanter d'avoir fait œuvre de pionnier, est restée élémentaire. Je ne suis pas vraiment capable de parler cette langue. Je me suis rendu compte encore récemment, lorsque je suis allé en Udmurtie, et les quelques répliques que je pouvais échanger avec Petya Tchernov dans les couloirs de l'université n'étaient vraiment pas utilisables en présence d'éminents universitaires. Donc j'étais un peu bloqué pour sortir mon Udmurt. Si la situation avait été différente il y a une quarantaine d'années, j'aurais certainement investi beaucoup plus de temps et d'énergie
dans l'étude de la langue, mais évidemment, ça a été très longtemps impossible d'aller dans le pays. Alors, donc en 1998, comme je viens de le dire, je suis allé pour la première fois à Ijevsk. Je ne vais pas vous raconter tous les détails de ces 15 jours, parce que c'était d'une très très grande richesse. Le nombre des rencontres était phénoménal. J'étais vraiment toujours très sollicité et je n'ai guère l'occasion de rester en tête-à-tête avec Petya Tchernov, que j'ai cependant retrouvé. Deux moments forts peut-être à mentionner dans nos retrouvailles. Le premier, ce fut l'instant où nous nous sommes retrouvés. Alors cela, dans mon souvenir à moi, vous allez voir pourquoi je fais cette réserve, se passait à l'université, où j'avais été invité à parler de mes activités, de mon enseignement et bien sûr de ma fréquentation de la langue et de la culture oudmourte. Et très bien, j'en viens à mentionner le jeune homme qui, 40 ans plus tôt, ça ferait 50 ans maintenant et même plus, à Moscou, m'avait appris les premiers rudiments de sa langue. Et à ce moment-là, un vieux monsieur, c'est-à-dire un monsieur de mon âge, s'est levé, il était assis au 3e rang. C'était lui, je l'ai reconnu aussitôt. Évidemment, nous sommes allés l'un vers l'autre, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Pendant un demi-siècle ou presque, nous avions pensé que jamais nous pourrions nous revoir. Ça semblait complètement invraisemblable. Et je crois que l'assistance n'était pas moins émue que nous à ce moment-là. Alors, c'est le souvenir que j'ai gardé de nos retrouvailles. Un détail me trouble, c'est que Vanyushev, qui avait été notre condisciple à Moscou, et c'est lui que j'ai retrouvé plus tard, c'est lui qui avait écrit cet article, il faut bien le dire, a donné une autre version de ses retrouvailles. Selon son récit, dans l'article qu'il a écrit récemment et qu'il t'a envoyé, qui a été publié dans Invojo, nos retrouvailles auraient eu lieu à la gare lorsque je suis arrivé. Ils seraient venus tous les deux m'accueillir à la gare. J'avoue que je n'ai pas de souvenir de cette rencontre. Et Tamara Ivanovna Zelenina, qui m'avait invité à Ijevsk, c'est que j'ai interrogé, m'a dit que non, il n'était pas à la gare. Je sais pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que Vanyushev est tort. Alors, sur un point, je suis sûr de moi, c'est que cette phrase qu'il a donnée comme titre à son article Gorish Berze Uguchki, en réponse à une petite autocritique, disons, qu'il avait faite concernant ce fameux article, ce n'est pas à la gare que je l'ai prononcé, une phrase qui veut dire que quand on laboure, on ne regarde pas derrière soi. C'est un proverbe oudmourte. Je suis absolument sûr de moi. Je l'ai prononcé à l'Union des écrivains, où j'étais accueilli et où Vanyushev avait pris la parole le premier pour revenir sur ce qu'il avait écrit. Donc, j'ai aucune raison de douter de sa sincérité. Je voudrais ajouter que je me méfie de ma propre mémoire, parce que je me suis rendu compte un certain nombre de fois qu'elle pouvait être défaillante. Ça n'a pas une grande importance, tout ça. Alors, il y a 2 mois, nous avons eu, ma femme et moi, le très grand bonheur de nous rendre en Oudmourtie. C'était pour moi la seconde fois, pour elle la première. Là, non plus, je ne vais pas vous raconter en détail ce séjour très riche. Il faut que je regarde l'heure parce que je crois que j'ai encore un tout petit peu de temps. C'est pour me rappeler à l'ordre. Voilà. J'ai jusqu'au quart peut-être ou... Oui, vas-y. Oui, d'accord. Alors, donc, cette fois encore, nous étions invités à l'initiative de Tamara Ivanovna Zelenina que j'ai mentionné. Nous avons eu bien sûr de très nombreux contacts avec les représentants les plus éminents de la culture oudmourte également. Bon, je pourrais les mentionner, certains sont ici. Je pense à Lyubov Petrovna Fyodorova qui va parler tout à l'heure, qui dirige la faculté qui est doyen de la faculté de philologie oudmourte de l'université. Nous sommes allés au lycée national Kuijobai-Gerd, où nous étions accompagnés de Nadia Petrovna Tchernova, de son nom de jeune fille, c'est la fille de Petya Tchernov.
j'ai eu le plaisir de retrouver les époux Vladikin. Madame Vladikin est l'auteur, ne l'oublions pas, elle mérite d'être mentionnée, d'un livre extrêmement intéressant sur les croyances Udmurtes, sur la religion ancienne des Udmurtes. J'ai retrouvé le professeur et protodiacre Atamanov, qui est à la fois professeur, donc protodiacre, comme je viens de le dire, et savant, écrivain, traducteur du Nouveau Testament. Et il nous avait invité à la cathédrale, moi je suis mécréant, mais il nous avait invité tout de même à la cathédrale Mikhailovski, à Mikhailovski Sabor, pour assister à un service religieux en Udmurte. C'était assez impressionnant, émouvant de voir la ferveur des Udmurtes qui priaient dans leur langue, dans cette cathédrale qui a été reconstruite, qui avait été complètement rasée à l'époque soviétique et qui a été rapidement reconstruite. Nous avons rencontré, nous sommes allés à l'Institut Udmurte d'histoire, de langue et de littérature, nous avons rencontré notre ami Zagrebin, nous avons rencontré Kelmakov, que je connaissais depuis longtemps et pour lequel j'avais beaucoup de sympathie. Nous sommes allés à la Maison de l'Amitié des Peuples, nous avons été accueillis à la fois par le professeur Ishmuratov et en chanson par Nadia Utkina. Nous sommes allés visiter l'atelier du peintre Piotr Yolkin, qui célèbre par ses œuvres la beauté des paysages udmurtes, mais aussi laisse à la postérité les portraits d'un certain nombre de personnalités, et notamment de mon ami Piotr Konstantinovitch. Il y a un portrait de lui. Alors, il y a eu là deux temps forts que je voudrais quand même mentionner avant de finir. La visite à Alnash, ou Alnashi, comme vous voulez, et au village voisin de Shishgurt. Alnash, j'y étais allé en 1998 avec Piotr Konstantinovitch, avec mon ami Tchernov et avec Vanyushev et deux autres personnes. Nous avions été au musée à Chalchioki, nous avions été reçus au musée Krasilnikov, et nous étions allés à Shishgurt, qui est le village natal de Tchernov. Alors cette fois-ci, nous y sommes retournés, surtout à Shishgurt. Nous avons retrouvé la maison de Tchernov, mais transformée en musée, puisqu'il a disparu en 2000. C'est un musée assez émouvant. Nous avons commencé par aller au cimetière où se trouve sa tombe. Alors il y avait toute sa femme, sa fille, sa petite fille, enfin, toute la famille et presque tout le village, on peut dire, parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui était extrêmement aimé et apprécié. Et les gens de Shishgurt sont très fiers d'être les concitoyens de Tchernov. Et puis, bon, je ne vais pas raconter tous les détails de ce séjour à Shishgurt. Nous avons rencontré vraiment des tas de gens formidables. Le dernier soir, nous étions invités chez sa veuve, chez la veuve de mon ami Pietia, donc Valentina Nikolaevna. C'était une visite qui faisait un peu écho à celle que je leur avais rendue à tous les deux en 1998. Alors, je ne raconte pas tout le détail de la soirée, mais en fin de soirée, Valentina Nikolaevna s'éloigne et revient avec un dossier qu'elle tenait absolument à me montrer. Je l'ouvre et qui vois-je ? J'y vois toutes les lettres que j'avais envoyées à Pietia dans les années 60 et 70. Il les avait toutes pieusement conservées, alors que je croyais qu'elles ne lui étaient jamais parvenues. Mais ce n'est pas tout. Elle va également... Alors, ces lettres, certaines étaient simplement des cartes postales que j'avais envoyées comme ça pour lui dire que j'existais. Bon. Elle va également chercher un tapuscrit chargé de correction à la main, qui était trop long pour que je le lise immédiatement, quand nous apprêtions à partir, mais elle a demandé à son gendre de m'en faire une photocopie. Et ce texte, ce n'est que de retour à Paris que j'en prends connaissance. Il s'intitule « Noshek Vulisalna al-Naché ». Donc je retournerai à al-Naché. Et ce texte que Piotr a écrit
alors je ne sais pas s'il est paru ou non, il faudrait que j'envoie un message à sa fille pour le lui demander. Il avait écrit visiblement pour Invojo. Il y raconte d'abord, ce texte complète largement les quelques pages consacrées à notre rencontre dans Yekitdir Kerjanio, son recueil de souvenirs. Alors il y raconte beaucoup de choses, mais en particulier que dans les années 60, il reçoit des lettres de moi qu'il me répond, mais qu'il comprend d'après mes propos, car je continue à envoyer comme ça de temps en temps des lettres, que je ne reçois pas les siennes. Alors il s'en inquiète, il fait part de cela à un de ses amis qui lui dit « Oh, tu devrais changer les enveloppes, il y a un certain type d'enveloppes qui ne vont pas aller à l'étranger. » Il change les enveloppes, et on lui dit bah, « Tu devrais envoyer tes lettres de Moscou, peut-être que ça arriverait mieux. » Il essaye de Moscou, ça ne marche pas non plus. Puis en même temps, il ne va pas souvent à Moscou, donc ce n'est pas commode. Bref, il finit par abandonner et il ne m'écrit plus. Alors effectivement, moi, je ne recevais rien à partir de là. Enfin, je ne recevais rien. Il reçoit alors la visite d'un homme de l'organe, comme il dit, des organes, on dirait peut-être plutôt en français, qui a manifestement choisi de venir le voir dans son bureau à un moment où il est sûr de le trouver seul, car c'est un bureau qu'il travaille, il travaille à la Komsomolskaya Udmurtia, je crois, quelque chose comme ça. C'est un bureau qu'il partage avec 3 autres personnes. Et cet homme commence à l'interroger sur les étrangers qu'il a connus lors de son séjour à Moscou. Alors Pétia se contente au début de mentionner des ressortissants des pays socialistes, mais il comprend vite où l'homme veut en venir et il ne peut pas ne pas lâcher mon nom. Il comprend que c'est bien cela que le capitaine, car il a compris entre-temps que c'était un capitaine, attendait. Et celui-ci lui demande alors pourquoi il a cessé de m'écrire. Et il lui demande de reprendre la correspondance. Et Pétia comprend que ce qui intéresse le KGB, pour ne pas le nommer, c'est de pouvoir intercepter mes lettres. Et l'homme essaie de lui faire peur, mais Pétia, ce qu'il dit, refuse de faire ce que l'autre lui demande. Quelques lignes plus loin, Pétia évoque la réception de mon petit article sur la littérature udmurte, qu'en effet, contrairement à ce que j'ai cru longtemps, il avait bel et bien reçu. Il évoque l'article écrit contre moi, avec un certain doigté que je comprends du reste, puisque il ne mentionne pas l'auteur d'ailleurs. Je le comprends d'autant mieux que cet auteur avait été son camarade à Moscou et resté son collègue et certainement son ami. Je n'ai pas de raison d'en douter. Je remarque d'ailleurs que c'est lui qui a été le recensent de la traduction russe de l'un des romans de Pétia, celui qui s'appelle en russe Детство Матвея Гондярева. Bref, alors une chose, Pétia ne le dit pas, mais je continue à me poser quand même des questions, à me demander si ces messieurs des organes ne lui auraient pas demandé à lui aussi d'écrire cet article. Et j'imaginerais assez qu'il ait refusé, et peut-être qu'un autre ait accepté de le faire à sa place. En fait, je ne saurais peut-être jamais le fin fond de cette histoire, mais qui prouve combien tout était compliqué, y compris pour les... Je ne veux pas jeter la pierre sur personne dans cette affaire-là, car je comprends que c'était extrêmement compliqué de respecter les amitiés qu'on avait, de pouvoir se comporter comme on aurait voulu le faire. Enfin, je ne dis pas du tout ça pour rien dire contre personne, mais simplement pour vous faire comprendre combien il était difficile d'avoir des relations avec le l'Udmurtie. Et ça explique, quand je disais en commençant que je ne parlais pas udmurt, ben voilà pourquoi je ne parle pas udmurt, vous le comprenez. Donc quand je fais le bilan de mes relations, de mon amour resté platonique pour l'Udmurtie, je vois d'abord ce que je n'ai pas fait et tout ce que je n'ai pas pu faire. Dans les années 60 et 70, si la situation internationale avait été différente, si les voyages à l'intérieur de l'URSS avaient été plus faciles, si l'Udmurtie n'avait pas été aussi inaccessible, si j'avais reçu les échos encourageants d'un pays qui était si terriblement enfermé dans le silence, eh bien, sans doute aurais-je eu envie d'aller
en Udmurtie, de me consacrer davantage à l'Udmurt, mais c'était impossible. Et quand ce fut devenu possible, d'autres y allèrent avant moi, comme Eva, qui a eu cette chance. En ce qui me concerne, ma foi, je n'avais plus la disponibilité de mes 20 ans. J'étais trop accaparé par d'autres tâches, en particulier des tâches de traduction de romans assez volumineux. Mais je me suis souvent dit, je continue à me dire qu'il aurait valu la peine, mais ce semble un peu tard maintenant, pour faire davantage connaître des œuvres Udmurt, par exemple, traduire Vujmultan, dont tu vas parler, Eva, ou Gayan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou encore la poésie Udmurt, en particulier la poésie féminine, justement, qui va être question aussi, et qui est tellement riche, mais j'avais d'autres travaux en cours, je n'ai pas insisté, même quand j'en ai parlé avec certains éditeurs, mais qui n'ont pas évidemment insisté. Il aurait fallu insister peut-être pour arriver à quelque chose. Alors je n'ai pas entièrement mauvaise conscience, dans la mesure où je découvre à présent que j'ai d'une certaine manière passé le relais, puisque comme Eva l'a laissé comprendre hier, je m'inscris comme grand-père dans une filiation où je peux déjà compter enfants et petits-enfants, comme le prouve la thèse, plusieurs thèses, celle déjà soutenue d'Eva, celle en préparation de Marie, et puis d'autres vraisemblablement. Je voudrais dire aussi que ce qui me fait plaisir, c'est de voir que la connaissance de l'Udmurtie n'est plus confinée dans le cercle étroit des finno-ugristes. Deux exemples très rapidement, si j'ai encore le temps, oui peut-être. Le premier, je voudrais dire que mentionner un compositeur français que vous connaissez peut-être de nom, qui s'appelait Harry Cox, qui est mort il y a 2 ou 3 ans, et qui, il y a quelques années, avait mis en musique des poèmes d'Achel Chioki que j'avais traduits et qui ont été chantés par Béatrice Petitet, une cantatrice que vous connaissez peut-être, dans à plusieurs endroits d'ailleurs à Paris. Et quand j'ai eu le plaisir en 1998 d'aller à Alnach, au musée Achel Chioki, eh bien, j'ai pu remettre un manuscrit original de la partition à la directrice du musée, qui l'a aussitôt évidemment mis dans une vitrine comme une preuve de ce que pouvait représenter Achel Chioki pour des Français. Deuxième exemple, un éminent traducteur de la poésie anglaise et allemande, qui s'appelle Jean Malaplate, qui a été aussi un ami de Effi Metkind, qui a, à ce titre, été co-traducteur de certain nombre d'œuvres russes, a mis en chantier une anthologie plus ou moins internationale du sonnet. Et alors, connaissant mon intérêt pour la littérature udmurt, il m'a demandé un jour il me dit « trouve-moi un beau sonnet udmurt ». Dont je puisse faire une traduction. Tu m'en donnes une traduction littérale, tu m'expliques la syntaxe, la prosodie, et j'essaierai de la mettre en français. Alors j'ai cherché évidemment chez les meilleurs auteurs, je me suis dirigé vers Cujo Baigerd, et j'ai trouvé un sonnet, c'est peut-être le seul, d'ailleurs je n'ai pas écrit beaucoup, c'est un sonnet sur la nature et sur la campagne udmurt. Alors, j'ai envie de vous lire sa traduction. C'est le sonnet qui s'appelle Gujem Djit. Il commence par Shundi Pukshis, Turios Keshashko, Lulkuonirios Shingirto, Peimit Louise, Nosh Kijiliashko, Kijilios Inmin Pishto. Je ne vais pas ouvrir tout le sonnet en udmurt, mais je vois 2 raisons de vous lire. Pour finir, la traduction française de ce sonnet, c'est que d'une part, il fait la transition avec ce que Eva va nous raconter, et deuxièmement, il fait en amont écho au film que nous avons vu hier soir, car je trouve que la campagne qui est évoquée dans ce sonnet est tout à fait celle que j'ai vue hier soir dans ce très joli film. Alors, ça donne en français « Le soleil s'est couché ». J'entends le cri des grues dans les marais d'aunes couverts. La nuit s'étend et les étoiles revenues vont illuminer l'univers. Quittant les prés, les faucheurs chantent, prenant le chemin des hameaux. Les fleurs dansent sur leurs rameaux
Au loin, les chouettes lamentent. On est bien aise en un pareil moment de respirer, travailler librement dans le village où les jardins fleurissent, sans trêve au rythme de mon chant. Toute la nuit, j'irai marchant à travers l'or des moissons qui jaunissent. Oui, buit ishtek, c'est le dernier vers, vetlisal, tchuknao vetlisal, kurjasal, ta tchujektish busiosin. Merci. Je peux dépasser.